que ça ne tienne, on va quand même faire notre temps d'échange pour parler de cette filière bouchère et surtout la filière bovine avec les syndicats de race qui sont présents et on vous remercie d'être avec nous ce matin. Karl, je vais te laisser prendre un micro. Toi, Karl, tu es professeur en boucherie, justement, à Urma Vendée. Est-ce que tu peux nous présenter Urma Vendée, qui est partenaire en plus de ce salon? Alors oui, en effet, donc je suis professeur en boucherie, donc c'est plus Urma Vendée, mais c'est CMA Formation. On a changé de nom il y a 2 ans, mais bon, c'est pas bien grave, c'est le même endroit. Donc on forme des jeunes en boucherie de CAP première année jusqu'au BP. On a ouvert cette année une formation CS vente boucherie dont les 2 jeunes présents font partie. Et on est situé à La Roche-sur-Yon. Voilà, on travaille principalement du bovin et un petit peu de volaille. On aura l'occasion de reparler justement de la formation. Est-ce que tu peux nous mettre la photo de la maquette de Napoléon, s'il te plaît, Gwen, comme ça, on va pouvoir en discuter, que tu puisses nous la présenter. Voilà cette maquette. Alors voilà la fameuse maquette qui devait venir aujourd'hui, donc elle est à taille réelle. Hein. On a eu la chance de l'avoir par la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, qui nous l'a prêtée régulièrement il y a une vingtaine d'années. Et Michel Vallat, mon premier professeur en boucherie, un jour leur a dit bah, écoutez, si vous voulez, on vous la rachète. Donc on l'a fait repeindre par les carrossiers, on a tracé tous les morceaux dessus. Ce qui nous permet, nous, de travailler sur du réel, parce que les morceaux de viande sur une carcasse sont complètement différents sur un animal vivant, c'est-à-dire que nous on travaille à l'envers de ce que vous voyez, parce que nous on travaille par l'intérieur et vous la voyez par l'extérieur, comme nous on la voit. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de savoir où sont situés les morceaux quand les jeunes travaillent les muscles. Donc là, c'est un vrai exercice pour eux, parce que je vois que du coup, c'est des numéros. Donc c'est un peu, voilà, il faut qu'ils devinent du coup quelle pièce correspond à tel numéro. C'est ça, c'est exactement ça. Bah, par exemple, là, normalement, ils doivent être capables de répondre à certains numéros, hein, c'est leur travail. Donc je pense que déjà, si on part sur du simple, numéro 1. Collier. Voilà, donc après, si on demande à nos amis des différentes races, par exemple, on pourrait partir. Alors on va partir sur le numéro 2. Numéro 2. Olivier? C'est le collier, ça? Alors le numéro 2, apparemment, c'est pas le collier. Ah, c'est juste après le collier. Juste après le collier. Du dessus d'épaule, mais nous on dit ça du dessus d'épaule, mais. Ouais, alors vous appelez ça du dessus d'épaule. Nous, c'est une basse côte. En fait, quand on a découvert l'épaule, on va considérer, ça va être le 21, 22 et ça va descendre là, tout le dessin. Mais voilà, on n'a pas les mêmes termes, mais à la fin dans l'assiette, c'est le même morceau. Mais après, vous, au niveau du regard, c'est aussi ces zones-là que vous regardez quand vous allez notamment en exploitation pour voir en vrai, quoi. Alors au niveau de la conformation, je pense qu'ils en parleront mieux que moi, hein, parce qu'ils connaissent mieux les animaux sur pied que moi. Alors justement, on va commencer. Martial, je te passe. Ah ben, il faut un début. Hein. J'ai pas fait de tirage au sort, en plus tu es à côté de moi. Donc Martial, tu représentes la race partenaise. Est-ce que tu peux nous présenter du coup le syndicat de race Partenay? Oui, donc bonjour. Moi, donc, je suis président de la Partenay Vendée. Donc, Partenay Vendée, c'est une assoce. On est à peu près une quarantaine d'éleveurs adhérents. L'adhésion n'est pas très chère, c'est 50 € par élevage. Qu'on ait 20 vaches ou 100 vaches, c'est le même prix, c'est le même tarif. À quoi sert d'être adhérent de Partenay Vendée? Ça permet de participer aux différents concours organisés soit par Partenay Vendée, soit par la France partenaise. Donc Partenay Vendée, nous, c'est le départemental à l'Hermenot début septembre à la foire à l'ancienne, le premier week-end, qui malheureusement cette année, pour problème sanitaire, là aussi, on était absent. Le national, qui est une année sur 2 au festival à Partenay, les années impaires. Et les années paires, ils se promènent un peu différents dans les autres départements. Il y a un an, on était en Mayenne. Je crois que l'année prochaine, il doit être dans les Deux-Sèvres, dans une commune, mais je ne sais plus laquelle. Voilà. Et puis après, il y a le Salon de l'agriculture à Paris. Quelques animaux au space. Ça aussi, on met possibilité de mettre des animaux à la station de Mel, où il y a 2 rentrées par an, une au printemps, une à l'automne. Et puis voilà. Ouais, donc c'est vraiment dans les actions, c'est la promotion de la race, quoi. Oui, et puis c'est mettre en avant la génétique et puis la race partenaise. C'est une petite race
avec un nombre d'animaux beaucoup moins élevé que nos collègues charolais au niveau du nombre de vaches. Donc on a toujours dit que c'était une petite race au nombre d'effectifs. Alors, bon, on est beaucoup moins nombreux en éleveurs que les autres races, les grandes races. Mais au moins, justement, c'est aussi ça qui fait la richesse, c'est qu'il y a plein de races sur le département de la Vendée. On parle justement boucherie. Alors, c'est quoi les qualités bouchères de la Partenaise? Les qualités bouchères de la Partenaise. Je ne veux pas me fâcher avec mes collègues à côté. Donc, non, mais chacune a ses particularités. On va dire que c'est la meilleure. Hein, forcément. Mais vous êtes toutes les meilleures. Non, mais c'est une race reconnue pour surtout la tendreté de la viande. C'est tous les bouchers qui nous... Enfin, je pense que même Karl peut justifier ça. C'est une race avec un rendement de viande, on va dire carcasse, vente à la boucherie, qui tourne à peu près à 70% de rendement de viande. Donc voilà, c'est surtout ce qui en fait sa force. Avec peut-être plus de morceaux nobles pour le consommateur dans la race partenaise que dans d'autres races. Voilà, c'est tout. D'accord. Et comment ça se passe justement quand vous recevez dans vos élevages du coup les bouchers? Vous essayez de faire ces rendez-vous, ou les abatteurs, vous essayez de créer des rendez-vous comme ça? Voilà. C'est compliqué. Oui, parce qu'on est... beaucoup travaillent directement avec des magasins, avec nos boucheries. Donc on est habitué, c'est de la confiance. Comme on dit, on n'entend jamais le boucher se plaindre, donc quand le boucher se plaint pas, voilà. Et puis c'est plus facile de se plaindre quand on a la relation directe avec l'éleveur. Puis se plaindre, c'est aussi travailler Après, ensemble. Souvent, on fait une petite animation dans chaque magasin tous les ans, au moment des fêtes, soit à Pâques, soit à Noël, et puis... Puis ça fait écho aussi à la vente de femelles bouchères qu'on a aussi à Tech Élevage. C'est une suite, une continuité. C'est ça. Très bien, merci beaucoup. Hop, oui, tu peux passer. Je vous donnerai après la parole. Je vais revenir sur Karl. Justement, Karl, on a parlé des qualités d'une bouchère. Toi, avec ton regard de boucher, c'est quoi les qualités d'une bouchère? Alors, nous, les qualités, déjà, Marcel l'a bien dit, hein, c'est le rendement. C'est ce qui nous importe le plus, en fait, au démarrage. Il y a aussi tout ce qui va être gras intramusculaire, qui est important pour le goût, pour la succulence de la viande. La finesse d'os, qui va donc rentrer dans le rendement. Et puis quand la trame conjonctive est petite, donc je sais que quand on a la chance de venir ici manipuler les animaux avec tous les éleveurs, ce qui est super bien d'ailleurs avec les jeunes, bon cette année on ne pourra pas le faire malheureusement, l'année dernière on n'a pas pu non plus à cause de la tempête, l'année prochaine on y arrivera. Eh bien quand on va toucher le cuir, etc., donc ils nous apportent de leur côté leur regard, et nous de notre côté en fait, parce qu'eux ils connaissent leurs animaux sur pied, et nous, quand on l'achète, quelquefois, on ne l'a jamais vu sur pied, on la voit carcasse. Et on n'a pas la même approche de l'animal. Alors, si on revient sur les 4 races qui sont présentes, elles ont toutes leurs qualités, clairement. Toutes, mais vraiment toutes. Après, il y en a avec certaines, on fera plus de rendement. Avec d'autres, on aura une viande un petit peu plus persillée. Avec d'autres, on va trouver un goût différent. Il y a des bêtes qui s'adaptent beaucoup plus. Par exemple, si je prends le cas de la charolaise, c'est une bête qui s'adapte assez facilement. C'est une bête qui est bien, enfin, on s'en occupe, mais elle est quand même assez, elle se débrouille pas mal. La blonde, on a des animaux un petit peu plus longs et des fois un petit peu plus maigres. Ça dépend de... La limousine et la partenaise se rejoignent sur surtout la finesse d'os. Donc voilà, en fait, le mélange des 4 races, moi j'ai travaillé les 4 races. Je trouve des qualités déjà aux 4 races. Aucune race n'a de défaut, en fait. Ça veut dire que c'est juste l'élevage qui est important au démarrage. C'est-à-dire que si l'élevage est bien fait, derrière, nous, on ne peut que sublimer un produit qui est déjà bien amené. Ce qui est logique. Du coup, est-ce qu'il y a des morceaux que vous préférez travailler? Je vois que ça fait sourire Ewen. Je vais le laisser répondre. Oui, on a tous des morceaux qu'on préfère travailler, mais après, moi, personnellement, j'ai aucun problème avec tous les morceaux. Forcément, j'ai des difficultés sur... différents morceaux, mais ça se rejoint. Les difficultés je trouve pas vraiment de mots, mais elles sont pas vraiment présentes. Voilà quoi. Ah oui, puis ça se fait, puis c'est un coup de main, quoi. Du coup que vous apprenez Bien aussi, sûr. quoi. Et côté consommateur, est-ce que lui, par contre, il recherche? Il y a des morceaux qui sont plus recherchés. Je peux répondre?
Bah, forcément, le consommateur est plus attiré sur des morceaux, on va dire, plus connus. Comme je peux citer comme la côte de bœuf, tout le monde la connaît, tout le monde la sublime. Mais après, on a des morceaux comme par exemple le faux filet, par exemple, enfin, moi personnellement, en étant, avant d'être en apprentissage, le faux filet, c'est parce que c'est parce que j'ai entendu parler le plus. Forcément, la côte de bœuf, tout le monde la connaît, mais le faux filet, moi, je le conseillerais plus. Enfin, je ne vais pas le privilégier par rapport à la côte de bœuf, mais je veux dire, c'est un équivalent qui est superbe. Et voilà. Et puis après, niveau prix, si on veut baisser un petit peu dans le prix, il y a aussi la basse côte côté côte de bœuf, c'est très bon. Et puis c'est une alternative du coup. voilà, c'est ça. Et puis niveau coût, ça peut revenir à pas grand chose, mais c'est déjà ça de prix quand même sur des morceaux qui sont moins valorisés. On retrouve moins du coup dans les demandes les pièces à cuisiner, enfin les bourguignons aussi quand même. Ouais. Oui, ça revient quand même. Ça revient. Surtout dans cette période, c'est demandé. Hop, Eka. On a eu surtout l'impact du Covid. Oui. Le Covid, il a complètement changé l'alimentation, c'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas le temps ont repris le temps. Et aujourd'hui, la côte de bœuf, c'est bien, mais elle n'est pas à rallonge. La poire, c'est bien, mais elle n'est pas à rallonge non plus. Voilà. Il y en a toujours 5. Hein. Voilà. Il y en a 13 au total, mais nous, on va en travailler 5. Hein, donc voilà, enfin 10 sur la vache complète. Donc c'est pas rallonge. Donc on a trouvé des alternatives aussi avec des morceaux comme le paleron, qui est un morceau à griller, qui est très bon. La basse-côte, comme disait Ewen. Enfin, il y a plein de choses. En fait, on peut aller très loin aujourd'hui dans les bêtes. Hein. Plus elles sont bien élevées, quand elles sont bien élevées, en plus, on arrive à tirer bien loin. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. On revient vers nos syndicats adresses. Bah, du coup, Hugo, Antoine, Hugo, à toi. Justement, un mot pour présenter le Airbook charolais. On en parlera tout à l'heure, mais tu peux nous en parler? Oui, merci. Donc, le Airbook charolais, c'est une grande famille d'éleveurs passionnés par la race, naturellement. En France, la charolaise, c'est plus d'1 200 000 vaches. Dans la région, on est donc on est à plus de 120 000 vaches charolaises. Particulièrement pour le syndicat charolais de Vendée, donc il y a environ une soixantaine d'éleveurs adhérents qui sont très motivés, déçus naturellement de ne pas participer à Tech Élevage cette année. Grand événement pour nous et pour notre race et aussi pour la région. Et donc voilà, c'est une race qui est dynamique, qui se porte bien aujourd'hui, qui valorise très très bien le pâturage, les fourrages grossiers. Donc c'est là où la race se défend beaucoup. Quand on parle de captation du carbone par le maintien des prairies permanentes, c'est une des races qui se défend très très bien là-dessus. Et donc on cherche beaucoup à communiquer là-dessus. Et donc c'est une race qui en fait qui s'élève avec des coûts de production assez faibles, hein, si on sait bien l'amener. Vis-à-vis donc de son développement musculaire et donc de ses qualités bouchères, il est vrai que comparé à la race partenaise, on ne peut pas rivaliser. On est plutôt sur des rendements de carcasse à 60%, c'est ça? Un peu plus, tu dis, Karl. Vas-y, 64%. prends ton micro. Pardon, 62, ouais, 62, 64. Mais voilà. Même on peut monter plus, hein, ça dépend de... Oui, en moyenne c'est ça. Là où le grain de viande est intéressant, je pense que c'est dans son persillé. Hein, exactement ça, ouais. Et donc voilà, on cherche toujours à avoir des animaux avec un bel équilibre de carcasse, finesse d'os, développement musculaire, trouver l'équilibre. Après, si la race charolaise va dans l'os trop fin, on perd un petit peu en homogénéité pour conserver les qualités maternelles et les qualités d'élevage. Il faut qu'on fasse attention, en fait, c'est là où il faut qu'on sache doser le curseur et pas aller trop loin dans la finesse d'os, sinon on peut rentrer dans des complications d'élevage. C'est la raison pour laquelle on n'ira jamais aussi fin que le partenaire. Mais ceci dit, on y travaille toujours pour pouvoir avoir des conditions d'élevage, parce que c'est quand même une race où les cheptels, les cheptels les plus gros en France, avec les plus gros effectifs, sont des cheptels charolais. Hein, donc les conditions de naissance, les capacités à véler facilement, la vigueur des veaux, c'est quelque chose qui a été énormément travaillé. Et aujourd'hui, on a quand même les plus gros effectifs en race allaitante sont charolais en France. Et alors justement, on parlait de la relation avec le boucher. Ça aussi, vous essayez d'entretenir ça, d'avoir des rendez-vous, que ce soit avec boucher ou abatteur? Alors il y a des éleveurs qui savent entretenir cette relation, qui le font très très bien en charolais.
C'est peut-être pas aussi vulgarisé que dans la race partenaise, mais il y a quand même des relations directes avec certaines boucheries, certains rayons de trad de magasins locaux. Mais après, on peut trouver aussi la race charolaise dans la grande distribution. Et donc, en fait, on est positionné un peu sur tous les créneaux. Très bien, merci beaucoup Hugo. Je te laisse passer le micro à Fabien. Je reviens sur CMA Formation, je ne vais pas dire de bêtises cette fois-ci. Et là, je vais m'intéresser un peu plus du coup au métier de boucher. Est-ce qu'en Vendée, il y a beaucoup de boucheries ? Alors, que ce soit les bouchers grande surface ou les bouchers artisans, on a quand même un terroir où on a quand même pas mal de boucheries. Mais quand on prend sur la ville comme La Roche-sur-Yon, aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de boucheries. Moi, j'ai travaillé 15 ans dans une boucherie à La Roche. Quand j'ai démarré, on était 14 boucheries. Quand je suis parti, il n'en restait plus que 2. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Au niveau des jeunes, on a une remontée au niveau des effectifs. Aujourd'hui, on a entre 130 et 140 jeunes à peu près. Donc tout confondu, du CAP au BP. C'est un métier qui revient à la mode. Il y a beaucoup de communication qui est faite auprès de la boucherie. On a, grâce aussi à tous les concours, parce que je pense que vous le savez, mais la France a été championne du monde de boucherie cette année à Paris. Donc on avait emmené des jeunes les voir. Les personnes qui sont championnes du monde, elles sont hyper accessibles. On en a une juste à côté de chez nous, à Nantes, Sébastien Corrier. Donc c'est top. Alors on fait quelques concours. On a été invité cette année au Sorbotel, on a envoyé des jeunes. Aujourd'hui, on valorise la boucherie, mais pas que pour la boucherie, pour la filière entière. C'est-à-dire qu'on nous a tapé dessus pas mal avec, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une lettre et trois chiffres derrière qui nous tapent toujours dessus. Ou même on va en parler, les véganes. Aujourd'hui, on est en train de redorer l'image de l'élevage, redorer l'image de la boucherie en faisant tout ça, en fait, en communiquant, en faisant voir que les abattoirs aussi qui ouvrent leurs portes, etc. Donc c'est hyper important. Et ça marche parce que justement, c'est collectif. C'est ça, c'est collectif et c'est grâce aussi à aujourd'hui ceux qui nous logent sur le stand. Donc c'est grâce à Interbev aussi, qui est l'interprofession du bétail et des viandes, qui va de la naissance de l'animal jusqu'à la commercialisation. Et ils font un super travail de communication justement là-dessus. Et voilà, moi je les remercie parce qu'on a plein de choses pour les jeunes. Grâce à eux, on peut partir sur Paris pendant une semaine, tout frais payé, en formation, en visite de Rungis, on fait plein de choses. Hop, je reviens vers vous, je ne vous oublie pas. Je vais donner la parole à Fabien pour parler de la race blonde d'Aquitaine. Alors pareil, même exercice, est-ce que tu peux nous présenter du coup le syndicat de race ? Oui, donc le syndicat de race, nous on est 42 éleveurs pour la Vendée, pour environ 37 000 vaches, toutes inscrites, pas inscrites. Donc aujourd'hui on a de plus en plus de jeunes dans notre syndicat. Nous le syndicat il est ouvert à tout le monde. Donc parce que il y a les éleveurs inscrits et les éleveurs non inscrits. Et nous tout le monde peut venir. Donc là, on a des jeunes qui vont s'installer au 1er janvier. Et donc, ils sont les bienvenus. Ils vont prendre leur inscription pour l'année prochaine à notre syndicat. C'est motivant aussi quand tu as une dynamique d'installation du coup dans la filière. Oui, c'est très motivant. Après, nous, moi, je suis un mordu de génétique. On a notre concours départemental qui est toujours aux herbiers, au chrono, en même temps que le vélo. Et cette année, on a eu un peu de chance de le faire. C'est vrai que je comprends que certains sont déçus, comme mes voisins. Vous êtes arrivé pile poil, ça a été vraiment... on est arrivé juste la veille. Donc, on remercie de nous avoir autorisé à le faire. Et après, quand ceux qui sont venus nous voir, il y avait beaucoup de jeunes. C'est-à-dire des jeunes à tenir la corde et des jeunes à venir nous voir. Donc ça nous fait plaisir pour ça. Ça motive aussi, quoi. Oui. Et alors, même question que pour les collègues, les qualités, forcément. Ah, donc les qualités, donc on va pas se battre. Donc nous, la blonde, c'est une bête très très fine. Bon, peut-être pas aussi fine que la partenaise, si certains, mais si Carl dit. si on a beaucoup de finesse avec des rendements, qui vont taper les 70 voire 72%, selon les bêtes, selon l'élevage aussi, parce que c'est ce que je disais des fois selon. Nous, la blonde, c'est 3 rameaux, donc elle vient de 3 rameaux différents. Donc, selon l'orientation que vous choisissez, le rendement n'est pas le même, la finesse. Donc, on a des bêtes plus élevage, des bêtes plus viande pour
pour la qualité bouchère. Et pareil, vous travaillez, vous essayez de créer des rendez-vous, des temps, comme ça, avec les bouchers, les abatteurs? Oui, on a beaucoup d'éleveurs qui travaillent en relation directe avec les bouchers, que ce soit les GMS ou des boucheries traditionnelles. Et donc on l'a vu mardi, on avait 12 animaux à la vente. Donc les 12 animaux sont partis dans bon, c'est des GMS, mais c'est des bouchers aussi. Donc, et la grande distribution travaille de plus en plus à la qualité. Donc de la blonde aussi, d'autres races aussi. Hein. Mais on a beaucoup de blondes. Et puis comme la blonde a un peu moins de gras, elle est plus diététique pour le consommateur. Ça marche. Merci Fabien, tu peux passer le micro à Olivier. Je reviens du coup sur vous. Mais juste avant, Karl, justement, est-ce qu'on a vu aussi dans les grandes surfaces, on les a vus évoluer, c'est-à-dire qu'avant on avait le rayon traditionnel, voilà, en vrac, hein, comme on dit. Et du coup, c'est vrai que maintenant, de plus en plus, ils mettent vraiment en évidence le côté boucherie, et puis jusqu'à la mise en scène, hein, où on a l'impression. Et ça, est-ce qu'on le voit de plus en plus? Vous le voyez, vous avez vu un boom par rapport à ça? Alors oui, parce qu'ils communiquent beaucoup. Donc déjà les réseaux sociaux, hein, où ils travaillent beaucoup dessus. Quand moi je vais en visite d'entreprise dans les GMS, souvent à l'arrière, il y a souvent l'éleveur en photo ou sur un écran, etc. Donc là, je vois quelqu'un qui arrive là-bas. Et le voilà, Napoléon, il va arriver à la fin. Mais il arrive Napoléon quand même. va arriver à la fin de la présentation. Ils se sont battus, ils l'ont emmené quand même. Donc voilà. Oui, alors GMS aujourd'hui, on a des GMS, et même je dirais la totalité des GMS, hein, qui travaillent bien. Après, c'est pas la GMS ou l'artisanat, hein, c'est la personne qui gère l'endroit, qui achète ses produits, etc. Donc on est vraiment... on va lui faire un accueil à Napoléon. Ah ben quand même. Eh ben finalement, voyons, je vous disais qu'on n'aurait pas Napoléon, eh ben ça s'est battu. Napoléon est là. Alors du coup, tant que Napoléon... on a un avantage, hein, il donne pas de coup de pied. Nous, le voilà. Et alors par contre, Napoléon arrive. Mais bon, j'ai une question quand même. Je ne l'ai pas posée tout à l'heure, mais pourquoi Napoléon? Alors pourquoi Napoléon? Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est mes anciens collègues. Parce que Napoléon, en fait, il est de La Roche-sur-Yon, donc il a créé la ville de La Roche-sur-Yon, donc ils ont décidé de l'appeler Napoléon. Donc le voilà. La roulette est tombée là-bas, mais merci beaucoup en tout cas. Ouais, vous pouvez la tourner vers moi? Ah c'est bon en fait, tu la prends sur l'autre? Eh ben bougez plus. Vous êtes parfait, vous êtes au top. Nickel. Bon, bah alors du coup, on va pouvoir se prêter tout à l'exercice qu'on avait commencé. Ce sera plus simple. J'ai quand même donné la parole. Vas-y, tu voulais finir. Alors, ils ont enlevé quelque chose. Par contre, derrière, on avait mis une bouse, mais je vois qu'ils l'ont enlevé, ils n'ont pas voulu l'emmener. C'est pas grave. Du coup, je me tourne vers vous. Donc, Ewen et Judy Kalel. Alors, du coup, Ewen, est-ce que tu peux me parler un petit peu, toi, de ta passion? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la boucherie? C'est tout bête. Je voulais d'abord faire quelque chose dans le culinaire. Je savais que c'était là-dedans que je voulais me spécialiser. Et pour mon stage de 3e, je savais que mon grand-père était boucher lui-même. Je me suis dit, pourquoi pas tester? Et finalement, je suis tombé amoureux de ce métier. Vraiment, c'est une pure passion maintenant. D'accord. Là, tu es en quel niveau de formation? Alors, j'ai fait 2 ans de CAP que j'ai obtenu. Et maintenant, je suis sur un diplôme de vente et conseiller en boucherie. Donc, voilà. Ouais, donc vraiment pour étoffer aussi, toi, quand tu sortiras sur le marché du travail, pouvoir proposer... C'est ça, c'est un nouveau diplôme, c'est pour proposer aux futurs patrons que j'aurai ce diplôme et que voilà, c'est un truc en plus. Peut-être après faire le BP, comme parlait mon professeur, qui est un niveau au-dessus, mais atteignable, je pense. Donc pourquoi pas. On parlait tout à l'heure Karl dit que c'est tout à fait atteignable. Hein. Merci. Du coup, on parlait justement... Oui, dis-moi. Ah oui, en formation, vous êtes... Ah oui, en apprentissage. Ouais, quelle boucherie vous êtes? Merci, Martial. Alors, moi, je suis en Loire-Atlantique, donc pas du tout ici. Ouais. Moi, je suis à Mousillon, c'est à côté de Clisson, pour ceux qui connaissent. Un grand festival là-bas, c'est sympa. Et la ville est très belle. Et très belle, c'est vrai.
Et je travaille à Mousillon, donc à la ferme de chez nous. Donc c'est un regroupement d'éleveurs qui vont faire qui ont fait plusieurs magasins, même en Vendée, il y en a un, pour travailler avec les éleveurs. Donc il y a le viticole, il y a donc l'éleveur bovin et aussi les céréales pour voilà. Il y a aussi plein d'autres éleveurs qui contribuent. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ça aussi, justement, en termes de débouchés, il y en a de plus en plus, ça émerge de plus en plus, ces boucheries rattachées à des groupements comme ça d'éleveurs. Ouais. Oui, surtout qu'en plus, du coup, c'est un circuit court, ce qui fait que la bête ne traverse pas des millions d'étapes avant d'arriver jusque dans nos mains. C'est un circuit court, c'est mieux. Enfin, pour moi, c'est ce qui est le mieux, mais après... Comment est-ce que tu te projettes, toi? Où est-ce que tu aimerais travailler? Ensuite? Ah oui. C'est une question un peu précoce, je pense. Mais moi, je me suis toujours dit, au final, devenir patron d'une boutique, d'être voilà. Parce que je pense que c'est le but. Enfin, pour moi, c'est un but. En tout cas, c'est à la fin arriver à ce niveau-là. Je sais qu'il y a plein de bouchers qui n'ont pas forcément ce but en tête. Mais en tout cas, moi, c'est le mien, c'est devenir un jour patron. Voilà. Et un mot quand même, on a parlé de concours tout à l'heure. Est-ce que toi, ça serait une envie de participer, si ce n'est pas déjà fait, à des concours Alors, si je ne me trompe pas, donc le MAF, meilleur apprenti de France, c'est que réservé au CAP, il me semble. C'est ça, non? Donc voilà, et donc moi, je ne l'ai pas fait pour diverses raisons. Et bon, je regrette, c'est vrai que c'est une belle expérience. Mes collègues de classe... Judy qui a participé. D'accord. Donc voilà, au pire, je laisse... Oui, comme ça, du coup, vous allez bien vous compléter, c'est parfait. Moi, j'en ai fini avec toi. Très bien, je laisse mon collègue parler alors. Merci, Ewen. Donc, du coup, toi, même question, Judy, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de te lancer dans cette filière boucherie? Moi, c'est à l'âge de 6 ans, en allant souvent à la boucherie à l'âge de 6 ans, en allant souvent à la boucherie avec mon père, où je suis en apprentissage actuellement. Je parlais souvent avec Monsieur Bessonnet. Voilà. Et il m'avait dit, quand tu auras l'âge, dès que je suis sorti de 3e, je suis allé le voir en lui demandant de faire mon apprentissage là-bas. Donc il m'a appris et aujourd'hui, là, c'est ma 4e année là-bas. Donc c'est une boucherie plutôt traditionnelle, oui, du coup? Artisanale. Ouais. D'accord. Et située sur quelle commune? Juste à côté, à Saint-Florent-des-Bois. Ah d'accord, ok, donc en Vendée là pour le coup. Oui. Il est dans le syndicat de la boucherie de Vendée, Monsieur Bessonnet, oui, donc vous pouvez le retrouver assez facilement. C'est bien ça aussi de trouver facilement comme ça un maître d'apprentissage, parce qu'on entend dans le milieu agricole c'est pareil, hein, ça demande aussi de l'investissement, ça demande... Donc là, c'est que tu devais te sentir plus serein quand tu as su que tu avais déjà ton maître d'apprentissage et ton lieu. Et alors, maintenant que tu as vraiment ces 4 années de recul, comment est-ce que tu te projettes? Comment est-ce que tu vois les choses, toi, pour plus tard? Là, moi, je vais faire comme Ewen, je vais faire un BP boucher derrière pour pouvoir finaliser ma formation et pouvoir plus tard ouvrir ma boucherie. Parce que c'est quand même l'objectif, avoir son entreprise au final. Après, commencer en tant qu'ouvrier, prendre de l'expérience, etc. Aussi pouvoir continuer les concours, les choses comme ça. Parce que là, moi, j'ai participé au MAF, j'ai fini 3e départemental. Félicitations. Et j'ai fait un autre concours national, la journée gastronomique de la Sologne, où j'ai fini 2e. Bravo. Ah ouais, là... Merci. Ah bah si, quand même, c'est vraiment l'excellence, là, ouais. Puis ça motive, quand même. Ouais. Ça donne envie de continuer dedans et de performer un peu plus. Faire des concours un peu plus gros, voir tout ce monde-là. C'est intéressant. Le Graal au niveau des concours, c'est MAF, du coup, c'est vraiment meilleur. Ouais. Oui, être meilleur ouvrier de France, c'est l'objectif. Ouais, vraiment. Ouais. Là, c'est le niveau, mais on la veut la collerette aussi. Hein. Oui, c'est ça, la petite collerette bleu-blanc-rouge. Oui, totalement. Mais en même temps, ça fait aussi, vous parliez tout à l'heure, promotion du métier, et c'est vrai que les consommateurs recherchent aussi ça. Merci en tout cas à tous les deux pour votre témoignage. Et on revient, du coup, avec toi, Olivier. Je ne t'avais pas oublié. Je me doute. Pour la race limousine. J'ai commencé par dire que ça me fait très plaisir de voir des jeunes aussi motivés, passionnés. Parce qu'on dit que les agriculteurs disparaissent, mais les boucheries aussi, malheureusement.
Et de voir des jeunes aussi motivés, ça fait plaisir. Chapeau. Ah ouais, et puis qui veulent s'installer. Quand tu disais tout à l'heure qu'il y avait de moins en moins de boucheries, donc on a déjà là 2 potentielles boucheries qui vont ouvrir. Enfin voilà, donc c'est devenir son propre patron. Enfin. Oui, tout à fait. Tu nous présentes ta race? Oui, donc Olivier Peignon, président du syndicat de race Limousin en Vendée. Voilà, donc nous on est peut-être un petit peu le petit poussé au niveau de l'effectif par rapport à mes collègues, c'est-à-dire qu'on est à 25 adhérents dans la race. On a 180 élevages qui ont plus de 25 vaches en Vendée. Aujourd'hui, la race limousine sur le département arrive quelquefois en première production, mais souvent en deuxième, voire en troisième production, pour les qualités qu'on lui connaît, c'est-à-dire ses qualités maternelles, les facilités de vélage, des veaux qui naissent petits, vigoureux, c'est-à-dire des animaux qui prennent peu de temps, qui valorisent aussi les fourrages grossiers, les prairies, toutes les parcelles qui ne peuvent pas être cultivées. La variable d'ajustement, on sait que malheureusement aujourd'hui, c'est l'élevage dans les reprises d'exploitation, mais il faut quelques vaches pour manger les prés. Donc voilà, c'est la race qui évolue le plus depuis 15 ans. Au niveau national, on est la 2e race, avec un petit peu plus d'1 million de têtes. C'est la race à viande la plus exportée dans 80 pays. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Au niveau du syndicat de race, voilà. Au niveau du syndicat de race, donc nous on a 25 adhérents, inscrits ou non inscrits, parce que finalement on n'est que 10 éleveurs inscrits au Airbook. Donc c'est ouvert à tout le monde pour une cotisation de 40 €. Alors qu'est-ce qu'on fait pour 40 €? Qu'est-ce que vous leur apportez, oui. Eh ben, on essaie de proposer, chaque année on fait un petit, on appelle ça un voyage hein, dans le berceau de la race avec nos collègues du Maine-et-Loire. Là, on va visiter des élevages, souvent inscrits. On essaye de varier hein, dans les types morphologiques. Hein. On va voir des extrêmes quelquefois. Voilà. Et puis c'est surtout un moment d'échange. On organise aussi une journée technique. Donc là, c'est toujours un petit peu plus compliqué de trouver le sujet qui peut intéresser le maximum de personnes. Mais bon, chaque année, voilà, une fois c'est sur l'alimentation, c'est sur le choix des reproducteurs. On est allé à l'abattoir, juger les animaux en bouverie, puis les voir en carcasse. On apprend beaucoup. Parce que finalement, c'est vrai qu'on ne les voit pas de la même façon. Voilà, et puis notre assemblée générale, et puis voilà. D'accord, donc oui, différentes activités là aussi pour pouvoir, bien sûr, les concours, vous participez voilà, alors aussi à des concours. Le Tech Élevage, nous, grâce à Tech Élevage, alors je vais faire plaisir à mon copain Hugo, grâce au Charolais à la base, voilà. Non, mais c'est vrai que nous, on n'avait pas la dimension comme les autres races pour organiser une manifestation. Donc c'est quand même grâce à cet événement qu'on peut être présent. Aujourd'hui, c'est à peu près 35 animaux. On a démarré à 10, 15. Donc voilà. En espérant que l'année prochaine, on pourra être là en force pour notre interrégional. Voilà. En plus, avec ce rendez-vous d'interrégional, il y a pas mal de dates qui sont positionnées là. Donc on va avoir des beaux rendez-vous au fur et à mesure des années. Donc c'est chouette. Voilà. Très bien. Et alors du coup, quand même, je l'ai posé à tout le monde, donc je te la pose à toi aussi. Les qualités bouchères de la limousine. C'est le meilleur compromis. C'est pour ça que je finis par toi. C'était pas non, les qualités bouchères, nous, c'est vrai qu'on recherche beaucoup la finesse. Hein, voilà, de part déjà les facilités de vélage, hein, avoir des veaux qui naissent petits. Et puis les qualités bouchères, c'est-à-dire avoir des gros dessus, hein, voilà, des filets, voilà, avoir des épaisseurs. Voilà. On revient un petit peu plus dans la viande. C'est vrai que fut à un moment où on voulait faire, comme on dit souvent, pour faire ce qui fait le chèque, c'était le poids. Voilà. Alors, on peut avoir du poids en ayant des animaux un peu plus petits, mais c'est vrai qu'on retourne peut-être un peu plus sur la viande qu'auparavant. D'accord, très bien. Autrefois, la limousine faisait voilà,
400, 420 kilos. Bon, aujourd'hui, on voit des limousines de 550, 600. Voilà. Alors, l'idéal, c'est d'avoir des limousines bouchères à 600. Mais, mais bon, c'est pas toujours le cas. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Il nous reste un petit peu de temps, puis on va quand même s'appuyer sur Napoléon. On va quand même le faire, ce petit jeu. Vous pouvez vous approcher? Je fais l'arrière, je fais l'avant. Alors, Karl, ouais, n'hésite pas à prendre les micros. Alors, messieurs, parce que, alors, du coup, par contre, Lara, ça serait bien que ça se féminise un petit peu aussi, qu'il y ait des femmes qui viennent témoigner. Alors, eh bien, comme vous voulez, allez, du coup, moi je me lance. Du coup, le 13. Ouais, bonne réponse, hein, c'est Bonne le jarret réponse, le arrière. jarret. Une partie qu'on va mettre en pot-au-feu, principalement, hein. Aujourd'hui, dans le jarret arrière, on va aussi optimiser les races. Donc, on va optimiser aussi la viande. Dans le jarret arrière, nous, on va réussir à récupérer quelques steaks. Voilà. Parce que et l'hiver, on va le passer en jarret, on va récupérer les petits steaks. Et l'été, on va faire du bœuf cuit, on va faire des choses comme ça, mais on arrive toujours à revaloriser. Le but de la boucherie aujourd'hui, c'est d'acheter en carcasse, pas d'acheter en morceaux de coupe, parce qu'il y en a qui laissent les basses. Vous n'êtes pas sans savoir que le prix de la viande a augmenté. Chez nous aussi, quand on le rachète, mais c'est tout à fait normal, parce qu'il était inférieur à ce qui valait aujourd'hui. Donc nous, quand on achète en demi-carcasse, on a des tarifs quand même plus accessibles et on revalorise la carcasse entière. Parce que être bouché, tout le monde peut être bouché avec des morceaux de découpe, hein. Il suffit de savoir couper un steak, hein. Après, travailler une carcasse, c'est pas la même chose. Alors, on continue. Le 6. Le rump steak, d'accord. Allez, vas-y. Alors le rump steak, c'est une pièce de bœuf très noble. Donc le rump steak se divise en deux gros morceaux bien distincts. Donc en premier lieu, on aura le filet de rump steak qui servira principalement pour faire du tourne-dos, qui donne plus de goût que le filet de bœuf, qui est aussi tendre, mais le filet de bœuf est quand même beaucoup plus tendre. Mais le rump steak, c'est vraiment le morceau dans le tourne-dos qui donnera le plus de goût. Et à côté, on a l'autre rump steak, l'autre morceau, qui lui sera plus pour faire du rôti, des petits steaks avec les chutes, les choses comme ça. Donc voilà, pour le rump steak. Ouais, grossièrement, c'est ça. On va faire de la fondue, on va faire plein de morceaux, c'est noble, très noble. D'accord. Peut-être des chiffres qu'on n'a pas dit tout à l'heure. Le 28 ? Ah. Ça va être la colle peut-être ? Alors c'est pas une colle, c'est qu'il est une partie qui est cachée derrière l'épaule ici. Là. Okay. C'est un morceau à pot-au-feu principalement. Et à viande hachée, ouais voilà. C'est l'avant de capa. C'est ce qu'on appelle la poitrine, l'avant de la poitrine. Nous on va récupérer des morceaux pour faire du bourguignon, pour faire de la viande hachée. Après on va récupérer aussi les bateaux sur les bonnes bêtes comme vous faites. On va pouvoir faire quelques steaks. Il y en a même qui arrivent à faire des façons tourne-dos dans le bateau, dans la pointe du bateau. Ah oui, donc ça c'est vraiment une partie où vous vous éclatez aussi, quoi. Enfin... Ouais, voilà. On la transforme en fonction des saisons. Après, aujourd'hui aussi, on mange beaucoup de préparés, de marinés, etc. Donc, quand c'est mariné, eh bien, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin dans les morceaux. On essaye de valoriser au maximum. Oui, alors, pour faire ce que vient de dire Karl, il ne faut pas être découpeur de viande. Il faut connaître le métier de la viande. C'est vrai, c'est ce qu'on essaye de leur apprendre aussi, hein, puis que nous, dans notre travail, c'est un échange, hein. On leur en donne, mais ils nous en donnent aussi, parce que chez leurs patrons, ils ont une façon de travailler, ils viennent, ils nous disent, nous on travaille de cette manière, et moi je suis pas fermé, hein, je suis pas à la science infuse, donc ils pourront peut-être le dire, ou alors ils vont pas le confirmer, mais voilà, on a beaucoup d'échanges entre nous, c'est-à-dire qu'ils sont pas plus bêtes que moi, on est là pour apprendre ensemble, c'est-à-dire que chaque année, je récupère des jeunes que je retransmets l'année d'après, ou des employeurs, ou même les rencontres grâce à Tech Élevage. Nous, c'est vraiment grâce à Tech Élevage qu'on est à domicile. Et c'est la seule foire qu'on fait vraiment avec du bovin. Et moi, je remercie Tech Élevage parce que chaque année, il y a Interbev. Chaque année, on peut venir sur Tech Élevage aussi bien pour faire la démonstration, la dégustation, mais aussi pour avoir un échange avec vous tous. Et ce qui est hyper important, c'est quand on a le chapiteau là-bas de l'autre côté, c'est de passer. Alors, je connais très bien Vincent, on était au collège ensemble, hein, donc c'est pour ça qu'on a un rapport particulier. Mais voilà, on est accueillis dans des fermes, on peut aller faire de l'échange et c'est hyper important parce que travailler la viande, c'est bien, mais la connaître avant, c'est mieux. C'est valable dans l'autre sens aussi.
C'est valable dans l'autre sens, on peut te la renvoyer parce que c'est hyper important qu'on va jusqu'au bout, mais nous on a aussi beaucoup à apprendre, le fait d'être au contact des jeunes qui demain, sans eux, c'est ce qu'on disait avec Martial, c'est bien beau, on peut faire ce qu'on veut, si demain on n'a pas des bons découpeurs de viande, des professionnels, notre produit il vaut presque rien. Donc il faut vraiment aller au bout et ça démarre jeune dès leur apprentissage, c'est hyper important. Allez, on s'en fait, je regarde l'heure, on peut s'en faire encore. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Peut-être, je sais pas moi, des choses un petit peu où tu aurais des choses à dire aussi, Karl, dis-moi. Allez, on va prendre le numéro 15. C'est un 15, morceau qu'on adore. Alors, qui c'est qui là? Hugo, non. La hampe. On disait la hampe. Oh, non, peut-être pas. Alors, c'est lequel, le 15? Non, c'est pas la bavette de Flancher. C'est un morceau, alors il n'est pas tout à fait bien placé, hein, parce qu'après il a fallu qu'on s'adapte un petit peu. C'est la hampe. Ah bah si, bah c'est ça, c'est ce qu'ils ont dit. C'est pour ça donc je t'ai entendu, Oh, je pardon, dis non, j'ai non, la entendu hampe. Pardon, c'est ça. Non, non, pas de souci. Donc non, bravo, bien vu. Tant mieux, ouais. Et puis comme on disait justement, je discutais un petit peu avec Martial, parce que c'est vrai que au niveau de la découpe, on a le savoir-faire à la française, c'est-à-dire qu'on va emmener des morceaux à griller, on va emmener des morceaux à bouillir, on va emmener des morceaux en sauce, on va emmener des morceaux à rôtir, etc. On a une diversité de possibilités de travailler la viande. Quand on va sur les pays étrangers, souvent, ils travaillent plus soit que du bouilli, soit des morceaux élaborés. Par exemple, ils vont partir, si on prend l'Italie qui nous rachète beaucoup de gibet, hein, ou la Grèce, ils font beaucoup de produits préparés, de la moussaka, des bolos. On a quand même on valorise cette carcasse en cuisson derrière grâce au démarrage aussi du travail effectué, quoi. Ok, Olivier. J'aurais une question pour Karl, moi. Non, mais nos races ont évolué, les poids de carcasse ont évolué. Est-ce que, en tant que boucher, vous arrivez mieux à valoriser les gros animaux? Est-ce que, par rapport à autrefois, est-ce que vous arrivez plus à retirer de morceaux nobles? Est-ce que vous gagnez mieux votre vie, à vrai dire, hein, avec les animaux d'aujourd'hui que ceux d'hier, quoi? Alors, revaloriser, alors souvent les animaux, nous ce qu'on recherche, hein, c'est la partie dos, la partie arrière et la partie épaule. En fait, ce qu'on veut, c'est, alors on est compliqué, on veut une culotte développée, un dos large, des épaules éclatées en haut, des os fins et une base remontée. C'est ce qu'on recherche grossièrement. Alors, gagner mieux sa vie, je pense que oui, de toute façon aujourd'hui, clairement, hein, par rapport à autrefois, grâce au développement musculaire des animaux, nous, on a beaucoup plus de valorisation au niveau des morceaux nobles. Oui. Et comme je disais tout à l'heure, les animaux, quand ils sont bien amenés aussi, on va chercher beaucoup plus loin qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, quand on coupait, je prends un morceau au pif, hein, le 12 par exemple, c'est le gitenois. Quand on coupait un morceau comme le gitenois, dans les entreprises, c'était on le carrait et on gardait vraiment que le milieu. Aujourd'hui, sur les bêtes comme vous nous les faites, on est obligé toujours d'enlever un côté. Il y a toujours les pointes dures, hein, les rattaches aux tendons, les rattaches aux os, etc. Mais les têtes de nerfs. Mais par contre, on va valoriser beaucoup plus de poids morceaux. Donc ça veut dire que l'un dans l'autre, on achète plus cher, mais on revalorise mieux derrière. Ouais, ma question est venue de ça. J'ai compris que vous valorisiez plus qu'autrefois. C'est ça. Ouais, d'accord. On valorise plus. Alors, il y a aussi le fait des réseaux, de la communication, qui fait qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas spécialement tout le temps. Pourtant, ils travaillent que 35 heures, hein, mais ils n'ont pas le temps. Eh bien, il faut envoyer du morceau prêt. C'est-à-dire que ce qu'ils aiment bien, les gens aujourd'hui, c'est vous allez dans les rayons boucherie, que ce soit Trad ou GMS, il y a tout un rayon de marinade l'été. Vous allez à cette époque-là, il y a plein de produits préparés. Et en fait, on arrive à revaloriser les morceaux comme ça en les préparant, en les marinant, en les modifiant, sans vraiment les modifier, mais en les changeant un petit peu d'autres fois. Donc oui, on valorise plus la viande aujourd'hui. Merci. Ok, on s'en fait un dernier? Oui, c'est bon. Tu veux dire quelque chose? Non, ce que je voudrais, c'est que Karl nous dise, si c'est possible, tous les numéros là. Allez. Oh, je devrais me tromper, hein, je vais peut-être me tromper, mais après, le 1, tu as aussi Ewen et Judy Callen qui sont c'est là le pour... collier de bœuf, donc c'est un morceau qu'on va mettre plutôt en bourguignon, en pot-au-feu, on va récupérer d'autres parties, hein, on va récupérer d'autres parties en viande hachée, parce que la viande hachée aujourd'hui, on est en manque de viande, donc la viande hachée, elle a été revalorisée, parce que nous, le tarif du filet de bœuf, il n'a pas beaucoup augmenté, mais par contre, le tarif du steak haché, il a doublé.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous trouvez le steak haché à 18-19 euros et avant, on le trouvait à 9-10 euros. Donc là, on a remonté. C'est une autre mode de consommation. Là, ici, on a ce qu'on appelle le train de côte, donc basse côte et côte de bœuf. Le filet de bœuf ici, le faux filet, le rhum steak, on l'a vu. Hein. Ici, on a un petit morceau en pointe qui s'appelle L'aiguillette baronne. Là, on a le gitano, on l'a dit. Là, derrière. Ronde tranche. Très bien, le rond de tranche. Tranche grasse. Oui, ronde tranche. Ça se dit plus tranche grasse depuis 1997, mais moi, je le dis aussi. Donc, la hampe. Ici, on va voir cette partie-là. En fait, c'est le haut de poitrine, mais là, on a voulu représenter un peu les bavettes, tout ce qui était bavettes. Quand vous faites les maniements, hein, Vincent, si je ne me trompe pas, ici, les abords de la queue, voilà. Donc, nous, on travaille un petit peu ça aussi. Hein. Et si on prend l'épaule devant, par exemple, on va prendre donc cette partie-là. On a quoi le 21 21, c'est la macreuse. Bien. Le 22, le paleron. Le paleron. Et le jumeau. Le jumeau, et puis après, là, ici, on a ce qu'on appelle grossièrement la boîte à moelle, la macreuse à pot-au-feu et le jumeau à pot-au-feu. Et nous, quand on le travaille, ce morceau-là, on ne travaille pas dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette maquette-là. Parce que nous, quand on le travaille, l'épaule, elle est levée, donc elle est posée à l'inverse sur notre table. On commence par ce qu'on appelle à l'intérieur, nous, le dessus de palette. Donc, voilà, grossièrement, les morceaux. Alors derrière, il y en a d'autres. Tu voulais dire quelque chose ? C'est ce que j'allais dire. J'allais dire que le dessus de palette, là, on le voit pas. Il n'est pas numéroté parce qu'il est à l'intérieur. C'est ce qu'on travaille en premier quand on va lever les morceaux de l'épaule. Mais voilà, grossièrement, les morceaux. Après, ici, on a ce qu'on appelle la saignée, hein, où l'animal, il est saigné. Le morceau d'avant de capa. Le 20, c'est le milieu de capa. L'arrière de capa, le 18, c'est où on a les plats de côte couverts, plats de côte découverts. Enfin, tout ce qui est pot-au-feu, tout ce qu'on revalorise aussi autrement. Ok, très bien. Et alors justement, en parlant de valorisation, bien sûr, vous avez votre stand. C'est ça. Voilà. Et donc depuis mardi, vous nous régalez, clairement. Enfin voilà, merci. Parce que du coup, il y a aussi les filières traiteurs. Voilà, il y a tous vos collègues aussi qui sont dans d'autres filières de formation. Et donc là, il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, il y aura aussi de la dégustation. Et surtout, si vous nous entendez, si vous êtes intéressé, que ce soit par le fait de devenir éleveur, donc n'hésitez pas à aller à la rencontre de ces syndicats de race. Ou si vous voulez vous former, voilà, il y a toujours des besoins, on l'a entendu, il y a besoin. Oui, tu peux. Et c'est à tout âge. C'est entre nous. Cette année, le plus jeune a 15 ans. Enfin, il n'a même pas 15 ans, il a 14 ans et demi. Il va avoir 15 ans, il aura 15 ans au mois de décembre. Donc, pour l'instant, il est stagiaire, il sera apprenti à 15 ans. Et le plus ancien qu'on a cette année, il a 55 ans ou 56 ans. Ah oui. C'est une reconversion de chez le gars, il est de chez PRB. Il se reconvertit, il voulait être boucher, il devient boucher. Et chaque année, et de plus en plus, on a des reconversions. Donc ça veut dire qu'à tout âge, on peut changer de métier. Ouais, et je voulais dire un mot, je vois qu'il y a des jeunes autour, enfin, j'en ai vu. Et je voulais dire que n'hésitez pas, s'il y a vraiment un métier qui vous plaît, non, franchement, n'hésitez pas à essayer, ça coûte rien d'essayer, même si ça vous plaît pas, vous pouvez basculer sur autre chose. Mais voilà, je suis ici aussi pour valoriser l'apprentissage, c'est vrai que ça monte, mais pas... Ça devrait être plus pour moi. Il y a des métiers qui méritent d'être plus vus que... Bah, pas que d'autres, mais en tout cas qui méritent... On a compris. Voilà. Merci pour ce témoignage. On peut vous applaudir tous. Merci chacun. Bien sûr, on va profiter que vous soyez là. On va faire une photo. Si vous êtes à côté de nous, restez là parce que d'ici 5 minutes, on va parler morphologie aussi, mais à travers un outil, Phéno 3D. Donc là, on va plutôt être sur de la modélisation. Et donc, ce sera Bovin Croissance qui s'exprimera.